Maître Delcroix, pourriez-vous tout d'abord vous présenter? Bon, alors j'ai été pendant 38 ans avocat au barreau de Paris et c'est là que j'ai découvert l'évolution de notre société à travers la diminution de la liberté d'expression et de pensée. Quand je suis rentré au barreau en 1970, les délits d'opinion n'existaient pratiquement pas. À partir de 1972, on les a vus apparaître et puis ils ont continué avec la loi Guessot, Fabius-Guessot en 1990, et puis la loi Lelouch et enfin la loi Perben II, la loi Lelouch en 2003, la loi Perben II en 2004, et qui ont fait que j'ai vu basculer complètement ce qu'on appelle, nous juristes, l'ordre public. L'ordre public en France était assez impartial, se voulait axiologiquement neutre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société égalitariste et société qui a créé un véritable ordre moral qui est l'ordre moral antidiscriminatoire. Et c'est ce qui m'intéresse parce que c'est pour moi une lutte essentielle pour revenir à la liberté qui, grosso modo, présidait à nos destinées jusqu'en 1972, jusqu'à la première loi Pleven. Vous êtes l'auteur d'un livre paru voilà peu et intitulé « Droit, race et chaos ethnique », un titre assez choc dans la société actuelle. Il commence ainsi. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une coalition progressiste et productiviste cataclysmique l'a emporté, sans nuance, sans mesure ni merci, contre la civilisation européenne et a fini par devenir sa pathologie létale. Cette introduction pose deux questions. Premièrement, pourquoi la civilisation européenne fut-elle mise à mal en 1945? Et deuxième question, quelle est cette pathologie létale qui, depuis 1945, frappe l'Europe? En 1945, les deux vainqueurs essentiels ont été les Soviétiques et les Américains. Les uns comme les autres avaient leur vision du monde qui reposait sur l'idéologie de l'homo economicus. L'homme n'a véritablement de dimension qu'économique. Tous les hommes sont égaux, sauf que en Union soviétique, dans l'idéal de l'eschatologie marxiste, ils avaient vocation à devenir absolument égaux dans la société communiste rêvée, alors que chez les Américains, cet égalitarisme était amendé par la fortune, par l'argent. Et cela, c'était une véritable révolution pour l'Europe qui n'avait jamais vécu, sauf dans les luttes telles qu'en Russie contre les bolcheviks, qui n'avait jamais vécu ces systèmes, ces idéologies. C'était donc une nouveauté et une rupture, parce que ce n'est pas comme ça que nous vivions, spécialement en France où l'argent était, du fait de la civilisation catholique, plutôt mal vu. Donc cette pathologie létale, c'est l'homo economicus qui devient le centre? Qui devient absolument le centre. Maurice Bardèche l'avait très bien décrit en disant vendre, vendre, vendre. Et c'était la seule chose qui comptait. Et effectivement, nous connaissons maintenant les conséquences que nous allons pouvoir développer, les conséquences de cette manière de voir, de cet égalitarisme juste amendé par l'argent. Et c'est ce qui donne, on peut dire déjà, la société de consommation? Oui, ça donne bien sûr la société de consommation, puisque la société de consommation, c'est effectivement l'homo economicus, c'est la dimension de l'homme qui est réduite à ses besoins économiques. Alors, dans votre livre, vous rappelez une chose qui pourra en surprendre plus d'un, c'est avant 1945, la République enseignait non seulement l'existence des races, mais aussi la supériorité de la race blanche. Mais bien sûr,
Il faut voir que la notion d'antiracisme n'existait pas. Il y avait des gens qui n'étaient pas racistes et il y avait des gens qui pouvaient l'être. Je préfère d'ailleurs aujourd'hui l'expression racialiste parce que le mot raciste a tellement été galvaudé qu'il suscite l'incompréhension. Mais on était normalement raciologiste. Il y a eu la création par Broca, vers 1875, en France, de la Société anthropologique de Paris, qui travaillait sur les différences raciales, et qui a eu très vite comme membre Georges Clemenceau. Entre les deux guerres, vous avez un timbre qui est émis par la République française. Je dis bien la République française, parce qu'à l'époque, la Poste n'était pas une organisation autonome. C'était les PTT, Poste, Télégraphe, Téléphone, une régie d'État dépendant directement du gouvernement et qui émettait donc un timbre pour sauver la race française. Ça paraissait tout à fait naturel. Alors, dans votre livre, d'ailleurs, vous citez plusieurs exemples. Vous citez notamment Jean Giraudoux, je crois, en 1939. Jean Giraudoux, en 1939, qui dit Je suis d'accord avec M. Hitler qu'une politique nationale ne peut pas faire l'impasse sur, c'est pas la phrase exacte, mais sur la dimension raciale. » Et à cet égard, on a répandu un petit peu mezzo voce les mots qui ont été, comme vous le savez, prononcés par le général de Gaulle en présence d'Alain Peyrefitte en 1959. Alain Peyrefitte les a reproduits dans C'était de Gaulle en 3 volumes. Eh bien, vous voyez que le général de Gaulle dit que c'est très bien qu'il y ait des Français noirs, des Français bruns, des Français jaunes, à condition qu'ils soient en petit nombre, car nous sommes, malgré tout, un peuple de race blanche et de religion chrétienne. Bon, c'était pas le général de Gaulle spécialement qui disait ça. Tout le monde en France, dans sa génération, raisonnait naturellement comme ça. Et vous en aviez qui contestaient la question des races, mais c'était un libre débat et ils vivaient comme ils voulaient. S'ils voulaient épouser quelqu'un d'une autre race, ils pouvaient le faire. Mais le débat était libre. Or, il ne l'est plus et ce n'est pas un problème spécifiquement français, c'est totalement occidental. Vous rappelez qu'à partir de 1944, l'action de Charles de Gaulle et de Maurice Thorez compromis toute réconciliation nationale. Pouvez-vous en expliquer les raisons ? Alors, la réconciliation nationale ne s'est jamais faite. La terreur de 1944 s'est à peu près arrêtée en 1953. Mais la réconciliation nationale ne va pas vraiment se faire, même s'il y a un relâchement entre 1953 et 1972. À ce moment-là, les choses sont plus tranquilles, plus calmes. Mais la génération de 1968, elle, va être formatée différemment. Elle a été formée par l'école, par l'académie, les académies et les universités. Or, celles-ci ont été abandonnées par le général de Gaulle en 1944 au Parti communiste. Comme le général de Gaulle va les abandonner aux gauchistes en 1968. Donc, effectivement, tout ça ne va pas dans le sens de la réconciliation nationale, mais dans le sens de ce que j'ai dit au départ, de l'homo economicus. Et vous avez vu d'ailleurs que les manifestants de mai 68 invoquent volontiers Marx, mais ils portent le jean, ils boivent le coca et ils dansent le rock. Donc tout ça est peut-être une seule et même chose. Oui, vous parlez d'une fusion entre le marxisme mutant et le capitalisme plutocratique américain. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand vous voyez le wokisme, qu'est-ce que c'est que le wokisme ? Ça vient d'Amérique, mais ça rejoint tout à fait le combat marxiste. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils appellent l'intersectionnalité, en fait c'est la convergence en français des luttes. Intersectionality. Eh bien, c'est un terme qui a été inventé de mémoire en 1989 par des féministes noires américaines. Et il s'agit d'élargir les luttes qui ne sont plus simplement le prolétariat contre le capitalisme,
et ça va bien arranger d'ailleurs le capitalisme. Non, il s'agit des opprimés en général contre les oppresseurs supposés en général. Alors toutes sortes de communautés peuvent se manifester et elles vont être soutenues par les lois Pleven et la loi notamment Perben II de 2004, puisqu'on finit par donner un statut aux différentes communautés revendiquées. Mais je pensais que la Révolution avait dit qu'elle ne reconnaissait plus de communauté. La Révolution française, avec la nuit du 4 août, ne reconnaissait plus les communautés, mais après 1945, si. Il y a eu un renversement donc en 1945. Tout à fait. Alors, justement, à propos d'antiracisme, puisqu'on en est là, dans votre ouvrage, vous expliquez que l'antiracisme se fonde avant tout sur la doctrine de l'anthropologue Franz Boas. Alors oui, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de Marx, on parle beaucoup de Freud, on parle beaucoup des auteurs de doctrines qui ont habité le monde occidental dans ces dernières décennies, et même au-delà d'un dernier siècle. En revanche, on ne parle pas de Franz Uri Boas, qui est l'inventeur de l'antiracisme. Franz Boas was born in Germany in 1858. Boas showed an early interest in science and culture. He studied physics, geography, and philosophy at university. Boas immigrated to the United States in the late 1800s. He became interested in the cultures of Native Americans. Boas argued that culture shapes human behavior more than biology. He opposed theories of racial superiority and determinism. Boas promoted cultural relativism, respecting differences. He did field work with the Inuit people in Canada. Boas gathered ethnographic data and language samples. He founded the first anthropology department at Columbia University. Boas trained many famous anthropologists, including Margaret Mead. He stressed careful observation and scientific methods. Boas was critical of stereotypes and generalizations. He believed each culture should be studied on its own terms. Boas also worked to preserve endangered languages. He published influential books and articles on anthropology. Boas's ideas challenged social and scientific norms of his time. He inspired new generations in anthropology and social sciences. Today, Boas is considered the father of modern anthropology. Sa matrice naturelle, c'était le marxisme. Or, il a inventé l'anthropologie culturelle à l'américaine, dans lequel il y a une négation dogmatique des races. Et pour prendre un auteur français connu et qui a été au courant, puisque Émile Durkheim, le sociologue Émile Durkheim, disait que Boas disait des sottises et que ses travaux n'étaient pas sérieux. Donc, on a été imprégné par le soft power américain à partir de 1945, et là, eh bien, ce sont les doctrines américaines qui sont venues chez nous, qui se sont imposées, et notamment la négation de Darwin et de la psychologie darwinienne, qui avait été développée par Galton, c'était sa négation. Grosso modo, la biologie n'existe pas et seul le culturel existe. Cependant, il y avait dans les travaux de biologie fait par malgré tout par Boas, quelque chose d'assez symptomatique, c'est que comme Lysenko, que tout le monde maintenant renie, Lysenko qui avait été le biologiste soviétique et qui croyait qu'il y avait hérédité des caractères acquis, eh bien Boas croyait aussi à l'hérédité des caractères acquis, tant et si bien qu'il a publié une étude qui fait rire maintenant sur l'évolution de la forme des crânes par l'émigration en Amérique.
Plus personne n'en parle parce que ça le rabaisse au niveau de Lysenko, bien entendu. Et c'est Franz Boas donc C'est Franz Uri Boas, oui, c'est l'inventeur de l'antiracisme. Le mot antiraciste en France, de mémoire, regardez dans le Petit Robert, il doit dater de 1948. On ne se posait pas la question, on parlait librement des choses, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Il n'y avait pas une doctrine obligatoire, issue du marxisme, car ce qui est très important, c'est comme le lysenkisme, la théorie de Boas, et comme par hasard, mais d'ailleurs c'est pas un hasard, je vous l'ai dit, je l'ai esquissé, est marxisto-compatible. Il faut que ce soit marxisto-compatible. Et ça l'est. Et ça l'est. Alors, dans votre livre, vous évoquez à de nombreuses reprises la Convention de New York sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Rédigée en 1965, elle fut proposée l'année suivante à la signature des États. La France l'a ratifiée en 1971. Et vous écrivez que cette convention est le fondement mécanique d'un système aujourd'hui bien rodé en Occident de l'abolition de l'homme blanc de sang européen. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? La Convention de New York de 1965 fait un renversement total de ce qui était l'ordre des choses, et pas seulement l'ordre public, l'ordre des choses en Occident. Ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'en 1948, l'ONU a voté la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prétend qu'il y a la liberté d'expression et de pensée, là, on vous dit, dans la Convention, convaincu que l'inégalité des races n'existe pas. C'est une contradiction, puisque si j'ai la liberté de pensée et d'expression, je ne dois pas avoir une convention qui va me contraindre et qui dit que je suis convaincu de ce dont je ne suis pas convaincu. Il y a contradiction, mais ça ne les gêne pas, la contradiction. Il s'agit pour eux d'une machine morale, un ordre moral antidiscriminatoire, pour tout ramener à zéro dans le sens économique et en niant l'existence des peuples, et par conséquent, c'est le nouvel ordre qui va s'imposer. Et cette convention oblige les États qui l'ont ratifiée, la France en 1971, après le départ du général de Gaulle, vous remarquerez, eh bien, oblige les États à avoir une législation convaincue que. Et cette législation, en France, va commencer le 1er juillet 1972 avec la fameuse loi Pleven contre les discriminations. Ah oui, donc la loi Pleven fait suite à la ratification de la France en 1971 voilà. De la Convention de New York. Exactement. Donc l'antiracisme s'impose à partir de là. Tout à fait, c'est contraignant. C'est contraignant. Ah, très bien. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure du wokisme. Et vous affirmez que le wokisme est un détritus issu de la décomposition du puritanisme messianique américain. Pouvez-vous préciser ? Oui, les Américains sont probablement inaptes à interpréter le marxisme au sens premier du terme, puisqu'il ne s'agit pas chez eux d'abattre le capitalisme. En revanche, ils ont retenu les luttes. Alors les luttes aux États-Unis des opprimés contre les prétendus oppresseurs reposent sur un mécanisme particulier que nous ne connaissons pas en Europe, puisque je ne crois pas qu'il y ait eu, contrairement à ce que l'on prétend, ce qu'on appelait du racialisme aux États-Unis. Je prétends que tout le problème du mépris contre les Noirs, par exemple, c'est absolument, dans l'esprit puritain calviniste, la séparation non pas des races, mais la séparation des élus et des non-élus selon la prédétermination augustinienne, qui avait été reprise par Calvin. Donc aux États-Unis, ça a cette marque particulière. Donc il ne s'agit pas de lutter spécialement contre le capitalisme, mais dans une dérive dans laquelle il y a une composante marxiste, de lutter contre l'oppresseur. Mais tout le monde peut être l'oppresseur, puisque l'égalité n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas dans la nature. D'accord. Le wokisme, c'est ça. C'est une lutte générale contre
Toute communauté peut se dire opprimée et désigner un oppresseur. On revient à l'intersectionnalité des luttes finalement. Tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, ce sont des militantes noires et lesbiennes qui sont à l'origine du mot intersectionnalité. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez, justement dans ce contexte antiraciste, les 7 péchés capitaux de la société dite antiraciste selon l'ONU. Alors, pouvez-vous présenter ces 7 péchés capitaux, en fait? Oui, alors, ça demande une petite explication. Tant que le droit français était axiologiquement neutre, eh bien, on pouvait être poursuivi pour un acte prohibé. On ne pouvait pas être poursuivi pour l'esprit dans lequel on avait commis cet acte. C'est ce qui séparait la société civile et le droit, d'une part, et la société religieuse et le péché, d'autre part. Par exemple, au procès de Jeanne d'Arc, vous avez le juge Beaupère qui lui demande « Êtes-vous en état de grâce ?» C'est d'essayer de juger le fort interne du sujet, de la personne. Parce que dans la religion chrétienne, un acte n'est pas en soi prohibé ou autorisé, mais c'est l'intention profonde de l'acte qui est prise en compte. D'où les fameux 7 péchés capitaux que je vous rappelle, qui sont 7, donc l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, l'intempérance et la paresse. Et je m'aperçois que nous sommes maintenant dans une société dans laquelle le droit est devenu partial, une société dans laquelle ça n'est pas l'acte que l'on va juger, mais l'intention seconde, le fort interne, votre arrière-pensée quand vous commettez l'acte, et je retrouve les 7 péchés capitaux. Discrimination raciale, discrimination ethnique, discrimination nationale, discrimination homophobe, discrimination transphobe ou discrimination à raison de l'apparence physique, la grossophobie, l'imbécilité congénitale et tout ce que vous voudrez. Par conséquent, aujourd'hui, dans un droit devenu partial, on est jugé pour des crimes et délits que j'appelle pécamineux, en rapport avec le péché, car dans certains cas, ce n'est pas l'acte qui est prohibé, l'acte qui est poursuivi, mais l'intention de l'acte. Nous sommes dans un appartement. Vous voulez louer cet appartement. Vous êtes libre de le louer, dit-on, à qui vous voulez. Mais si on s'aperçoit que vous avez refusé, vous, opérateur privé, si vous l'avez refusé à quelqu'un pour des raisons religieuses, que ce soit des raisons religieuses, des raisons nationales, des raisons raciales, des raisons de mœurs, eh bien vous pouvez passer devant le tribunal correctionnel et aller en prison. C'est pas l'acte, c'est le péché qu'on vous reproche. Et là, je suis plus d'accord. Et parce que le droit traditionnel restait au fort externe. Absolument. Absolument. On a maintenant, à cause de ça, intégré le mobile à l'acte, alors que c'était l'intention objective qui comptait. Le mobile, autrefois, ne servait que 2 entités. Ça servait d'une part le policier, puisque ça, du point de vue criminalistique, c'est intéressant de savoir qui avait intérêt à tuer un tel, par exemple. Mais le mobile, pour le juge, ne servait qu'en faveur. Il n'était pas constitutif du délit. C'était simplement, il pouvait jouer en faveur de l'accusé. Ce pourquoi Hegel disait que c'était la part de grâce du juge, la possibilité de mettre une peine plus faible à celui dont finalement on pouvait penser qu'il avait de bonnes intentions, comme on disait, de morale de prud'homme, comme on disait au Moyen-Âge. Mais ça n'existe plus, ça. Ah oui, donc maintenant, on juge au fort interne, c'est-à-dire que... Absolument, absolument. D'ailleurs, dès lors qu'il y a des délits dont on suppose qu'ils ont été liés à la politique. Si on fait une perquisition chez un jeune homme d'extrême droite,
parce qu'il a frappé un opposant et on voudrait savoir s'il l'a frappé en raison de la couleur de sa peau, par exemple, ou pour d'autres raisons. On ne peut pas le savoir s'il n'a rien dit à ce moment-là. Alors on va perquisitionner chez lui. Si on trouve Mein Kampf, il est bon. C'est donc qu'il a des mauvaises pensées. Oui, remarquez, moi je l'ai vécu moi-même lors d'une... C'est évident. Lors d'une, je me rappelle, lors d'une perquisition, il y avait une revue d'histoire qu'on pouvait se procurer en kiosque avec Hitler dessus. Et un des policiers qui avait un appareil photo s'est précipité pour photographier cette revue. Mais ils sont formés à la démonologie démocratique, oui, bien sûr, parce qu'ils ne sont plus impartiaux. Un juge, parce que c'est le juge qui est au-dessus du policier, un juge, contrairement à ce qu'on nous dit depuis 1972, devrait vous juger en toute équanimité. Un juge ne doit pas être raciste ni antiraciste. Il ne doit pas être pour la religion ni contre la religion. Il doit s'abstraire de tout ça dans une espèce d'ascèse et en parfaite équanimité rechercher l'impartialité. Or aujourd'hui, il est partial, il est égalitariste et il cherche à voir si vous ne l'êtes pas. Si vous faites des discriminations. Or, la vie est faite de discrimination. D'ailleurs, j'avais remarqué, c'était le professeur Fourisson qui disait ça, qui disait que normalement un juge doit instruire à charge et à décharge. Et il disait que souvent les juges n'instruisaient, dans nos cas à nous, que à charge. Dès lors qu'il y a une composante philosophique ou politique, c'est trop souvent le cas, bien entendu. Alors, dans votre ouvrage, vous expliquez: l'idéologie antidiscriminatoire assumée par la République impose le contrôle de la moralité intime du sujet de droit par l'inquisition des consciences quant aux crimes et délits subjectifs. En tout lieu, en toutes circonstances et à tout moment, nous pouvons être interpellés sur nos idées, sentiments et fantasmes. Toute notre vie est commandée par la nécessité de pouvoir justifier d'être en état de grâce, c'est-à-dire exempt des 7 péchés capitaux, ici les 7 racismes ou essentialismes capitaux susceptibles d'infecter nos mobiles et donc de rendre pécamineux tout acte aussi bénin soit-il en lui-même. Pourriez-vous préciser à nouveau pour le lecteur ce que signifie finalement tout cela? Ça veut dire que on sonde vos pensées, c'est quelque chose comme ça? Oui, bien entendu. Je viens d'illustrer parce que c'est très difficile de sonder les âmes. Donc on va rechercher toutes sortes de détails de votre vie, tels que le vécu, ou bien, comme on le disait, vos lectures chez vous, dans une perquisition. On va absolument rechercher tout cela en retrouvant, et c'est très symptomatique, en retrouvant les méthodes de lutte contre les sorcières. Les sorcières ont perquisitionné chez elles pour voir s'il y avait des traces de ces rapports avec la bête. La bête, c'est-à-dire le diable selon l'Apocalypse de Saint Jean. Eh bien, on fait exactement maintenant, au sens plein, la chasse aux sorcières. On cherche à savoir si vous avez une connexion avec Satan Hitler, avec le fascisme et toutes sortes de choses, avec je ne sais quel sabbat. C'est absolument les procès en sorcellerie, bien entendu. Et Muchimblé, qui était un universitaire, qui avait étudié ces problèmes sur la fin du Moyen-Âge, disait qu'on arrive à une société dans laquelle il n'y a plus de pensée autonome, et il a appelé ça le théâtre de Satan, c'est-à-dire qu'on se joue une comédie dans l'ensemble, un happening général dans la société, et on cherche ceux qui sont en connexion avec Satan. Et donc aujourd'hui, Satan, c'est Hitler, c'est le fascisme. Oui, c'est Hitler, c'est le fascisme, c'est bien sûr, bien sûr. Vous déplorez, en une génération seulement, 1945-1968, si peu de choses à l'échelle historique, la grande rupture a presque totalement délité la civilisation européenne et ravage nos cultures et nos consciences ethniques correspondantes, Marx, Boas et Becker. Nous sommes devenus quasiment tous plus ou moins des ersatz d'afro-américains, gavés de jazz, de rock, conçus comme une musique de synthèse non ethnique, au succès époustouflant, de sous-musiques industrielles à vocation cosmopolite. Nous sommes livrés à l'amnésie de notre héritage européen,
jugée fondamentalement immorale et condamnée par un prétendu sens de l'histoire de l'eschatologie progressiste. Alors, certains verront dans cette évolution rapide le résultat d'une manipulation des esprits avec des techniques modernes. Mais que répondez-vous en fait à ça? Pour vous, comment a pu avoir lieu cette évolution des esprits si rapide? Alors, il y a eu, d'abord, il y avait une imprégnation marxiste très forte en France, et je crois qu'elle demeure encore dans les esprits, même chez les gens qui ne le savent pas. Et puis, il y a le soft power américain dont on a été gavé, d'où mes références au Coca-Cola et autres. Et un personnage que j'allais oublier de mentionner dans cette question de l'ordre moral antidiscriminatoire, et qui est Gary Becker. C'est un économiste américain qui a publié un ouvrage assez intéressant en 1957 dans lequel il proclame qu'il faut abandonner toutes les discriminations entre les humains parce que les discriminations entre les humains mettent des séparations, des frontières, des obstacles au commerce mondial et cosmopolite. Si vous faites des produits réservés à telle catégorie, ethnique, nationale, raciale, eh bien ça va plus du tout puisque vous diminuez votre marché. Et ça s'est intégré à cet ordre moral, puisque de toute façon tout ce qui vient des États-Unis se réclame de la morale. Et c'est venu en France, c'était assez intéressant, dans les années 80-90, il y a la rupture, elle est symbolisée par une marque qui était Benetton, Oui, qui a commencé la publicité multiraciale, United Color of Benetton. Et ça a commencé, alors tout ça va toujours dans le même sens d'une morale, parce que tout ce qui vient des États-Unis sont une morale. Et c'est là que j'ai un désaccord avec Michéa qui dit que le capitalisme, singulièrement, c'est le capitalisme américain, est axiologiquement neutre. Je lui réponds non, malheureusement il ne l'est pas, car tout ce qui a été forgé sur l'enclume américaine est essentiellement moralisante. Et ça se réfère à une morale chrétienne sans chrétienté en fait. Alors c'est là que c'est très inquiétant et que ça rapporte au wokisme, c'est que les Américains sont en train, à ce que j'ai compris, de perdre la foi, mais ils n'ont pas perdu les réflexes à la transcendance. Donc ils sont tous un peu des pasteurs affolés, je pense, des gens perdus. Oui. Donc on ne sait pas où va aller l'Amérique finalement. Tant que ceux qui ont de l'argent, ils s'y raccrocheront, mais non, on ne sait pas. Alors dans votre livre, vous évoquez longuement la grotte républicaine, qui serait le négatif de la caverne de Platon et qui permettrait entre autres de réprimer les dissidents avec férocité. Pouvez-vous expliquer davantage? Oui, parce que on s'aperçoit que tous les repères, alors pour la France on les appelle républicains, tout ce qui est lié à la République et célébré est absolument délicieux. La France fête le 14 juillet. Or, le 14 juillet, en dehors du lynchage des invalides, eh bien, que s'est-il passé? On a tué et décapité Flessel, qui était le prévôt des marchands, et le marquis de Launay, qui était le gouverneur de la Bastille, qui avait rendu la place contre la vie sauve, prétendument. Or, ces deux-là ont eu le sort de Samuel Paty. On ne le dit pas et on fête le 14 juillet. C'est quand même très choquant. Alors que se passe-t-il? Comme on peut se moquer de la reine Marie-Antoinette décapitée, cette mère de famille décapitée, lors des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris. Et on célèbre Robespierre, qui a des lycées sous son vocable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne regarde pas la réalité en face. On regarde le fond de la caverne et on voit des ombres indistinctes. C'est pas méchant, une ombre. Ça lynche pas une ombre. Et on n'a pas le droit de se retourner pour voir la réalité à l'extérieur. Et vous en savez quelque chose, et le professeur Forisson en a su quelque chose. La question n'est pas de savoir s'ils ont raison ou tort, la question est de savoir qu'ils n'ont pas le droit de regarder et de commenter autre chose que des ombres. On ne vit qu'avec des ombres indistinctes, donc c'est pas très grave.
C'est pas des vrais morts, c'est pas des vrais lynchages, c'est pas des vraies terreurs, ce ne sont pas des vraies terreurs. Kundera nous avait mis en garde. Kundera disait, vous savez, si on a une vision cyclique de l'histoire et non pas linéaire, si on a une vision cyclique de l'histoire, on ne célèbre pas Robespierre parce qu'on se dit que la terreur est peut-être devant soi. Oui. Alors, vous écrivez « Toute référence à la patrie charnelle est condamnée chez les Européens, s'entend par une démonologie pseudo-démocratique. On sait sur quoi ça a débouché, annonnent les idiots utiles contemporains. Et c'est bien cela qui rend impossible le retour d'un régime populiste, quel qu'il soit, où que ce soit, en Occident, un tel régime ne pouvant que reprendre des mesures réputées fascistes, telles que le protectionnisme raisonné, nationalisme, préférence nationale. Voilà pourquoi une révolte populaire française comme celle des Gilets jaunes en 2018-2019 était vouée à n'être qu'une jacquerie inévitablement réduite comme telle. On imagine donc qu'à vos yeux, le révisionnisme de la Seconde Guerre mondiale est un combat très important. Alors déjà, que répondez-vous à ceux qui écartent le révisionnisme au motif que le peuple se moquerait du passé et qu'il se soucierait avant tout du présent et de l'avenir? Je vous renvoie à Orwell, hein, celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Oui, et donc celui qui contrôle le passé contrôle et celui qui contrôle le présent contrôle le passé, et celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Eh oui, d'ailleurs, on voit bien, évidemment. Les autorités font toujours référence au Mais passé. absolument, elles ont toujours des références historiques. Finalement, dire que la question révisionniste est sans intérêt, on est pour, on est contre, mais le fait est qu'on parle tout le temps d'autre chose. On met au Panthéon Manoukian, qui était un terroriste. Mais il ne faut pas flatter le terrorisme. Mais c'est partial, parce que s'il n'était pas de ce côté-là, faire l'apologie de Manoukian, on passerait en correctionnel. C'est donc complètement partial. Nous avons complètement tout inversé. Il n'y a plus de neutralité. Voilà. Et il y a toujours des références au passé. Mais les références au passé, on pourrait les amender. Mais qui ne les amende pas? Vous allez au collège, hein, le gamin, il est au collège Jean Moulin, bien entendu. En revanche, les gens qui ont été massacrés par Churchill, qui a des rues en France, les 1400 marins français qui ont été massacrés à Mers-el-Kébir en 1940 ont disparu de l'historiographie, ils ont disparu de la mythologie, et ils ont disparu, ils n'ont pas de monument. Et Churchill en a, voilà. Tout ça, c'est du mensonge, et ça prouve que l'histoire est un instrument essentiel. Oui. Voilà. Sinon, ils ne l'utiliseraient pas. Et ils savent qu'eux veulent le présent et l'avenir, donc ils ont besoin du passé. Et donc, que répondez-vous aussi à ceux qui affirment que le combat révisionniste est contre-productif puisqu'il permettrait à nos adversaires de nous assimiler à des nazis? C'est justement, je pense que c'est le contraire. Il faut expliquer ce que sont les choses. Sinon, on ne les comprend pas. Alors, vous parliez de Marine Le Pen. Voilà, et qu'est-ce que vous répondriez à Marine Le Pen qui se déclare aujourd'hui, qui ne se déclare plus opposée à la loi Guessot? De toute façon, ça ne m'étonne pas. Marine Le Pen avait le prestige, pour moi, d'être la fille légitime et biologique de Jean-Marie Le Pen. Elle est aujourd'hui la fille mystique de Jacques Chirac. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Dans votre ouvrage, vous soulignez « Le symbole d'Auschwitz a permis la négation de la nature biologique de l'individu, vue désormais dogmatiquement comme une âme éthérée issue du christianisme en décomposition, négation permise précisément par cette marxisation des esprits. » Pourriez-vous développer? Alors, le symbole d'Auschwitz, c'est comme le symbole de Nicée, n'est-ce pas? Ça veut dire le centre, le cœur moral et doctrinal d'une religion. Or, actuellement, c'est considéré, c'est le cœur doctrinal d'une religion dans lequel la nation juive est supposée avoir été sacrifiée, et son Golgotha, le Golgotha des chrétiens, c'est Auschwitz. Mais c'est utilisé comme ça.
C'est pas une question en soi d'histoire, c'est une question de fonctionnement doctrinal et d'ordre religieux, parce que tout ça, maintenant, est considéré comme une religion. Le fait même qu'on n'ait pas le droit de faire des recherches sur cette question montre qu'on est en présence d'une métaphysique. La physique, ça se constate. La physique, ça se prouve. La métaphysique, non. Et alors vous dites donc que le symbole d'Auschwitz permet la négation de la nature biologique de l'individu. Mais oui, parce qu'on va vous dire, oui, mais alors si vous faites des discriminations, c'est que vous êtes comme Hitler. Non, vous pouvez faire des discriminations, parce qu'on en a toujours fait des discriminations, au moins jusqu'à la loi Pleven. Oui. On n'a plus le droit de se revendiquer chez soi, maître chez soi, en discriminant ceux qui ne sont pas de chez soi, et qu'on appellerait les autres. Eh bien non, nous avons le droit d'être d'abord nous-mêmes, français et pas allemands, et les Allemands, et sans qu'on nous impose une religion pour une partialité qui est destinée à détruire tous les particularismes nationaux, naturels. Et c'est en ça qu'Auschwitz permet la négation de la nature biologique de l'individu. Il n'y a plus de particularisme. Vous avez vu ce que ça a donné, va-t-on vous dire. Oui, voilà. Alors vous ne pouvez pas parler de Broca, hein, qui est mort il y a plus d'un siècle, parce que il était pour rien, Auschwitz, n'est-ce pas? Non, parce que vous ne pouvez pas parler de Broca et des différences raciales, parce que c'est de la discrimination, et on sait où ça a conduit, bien entendu. Et ça, tous les enfants des écoles le savent. Hein. Ah, ça c'est ça, ils ne savent pas la grammaire, mais ça, ils le savent. Alors, vous soutenez que la Shoah est le socle immarcescible, autrement dit toujours vivace, hein, de l'ascendant moral à l'échelle mondiale de la nation juive transétatique et sacrée, ainsi que du mythe du communisme libérateur. Cette métaphysique est désormais la nouvelle révélation, la révélation de notre ordre mondial, dit universel, en réalité simplement occidental et dit démocratique, mais s'ingéniant par 1000 détours et manœuvres obliques à contourner les vœux de la majorité du peuple. Alors, ce passage fait naître une première question. Vous soutenez donc que la démocratie serait en réalité devenue une religion séculière? Oui, tout à fait. Tout à fait, puisqu'elle a ses dogmes et elle a sa morale. Morale assimilée et une morale transcendantale. Et c'est la morale comme si elle venait des cintres. Comment? C'est la morale antiraciste? C'est l'ordre moral antidiscriminatoire. Oui, c'est plus vaste que la question du racialisme. C'est tout, puisque vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être poursuivi pour assimilation au racisme, pour avoir s'être moqué de quelqu'un qui était gros. Bon, c'est très désagréable, mais ça n'a rien à voir avec la formation d'une société. Et c'est vrai qu'on met le mot racisme à toutes les sauces, on parle même de racisme anti-jeune. Mais oui, bien sûr, ce sont des essentialismes. L'ordre moral antidiscriminatoire, en dehors de la question de l'âge, parce que les vieux et les jeunes, ça coûte cher. Mais l'ordre moral antidiscriminatoire interdit toutes les discriminations, excepté celles liées au sens large à la fortune. La fortune, au sens large, c'est l'argent et la chance. Là, vous pouvez. Sinon, vous ne pouvez pas. Écoutez, quand même une chose qui est particulièrement grotesque. Alain Soral, qui avait été condamné en France pour discrimination, je ne sais plus pour quel sujet, s'est réfugié, car il était binational, il est binational, s'est réfugié en Suisse. En Suisse, il a été condamné. Et il a dû quitter la Suisse pour se réfugier en Russie. C'est quand même invraisemblable. Et savez-vous pourquoi il a été condamné? Parce qu'une opposante, il a traité une opposante, assez grassouillette, il est vrai, et militante lesbienne, de grosse lesbienne. Eh bien, c'est du racisme. Comprenne qui pourra. Comment expliquez-vous que le peuple puisse accepter cette situation? Parce que quand même, les gens au fond d'eux-mêmes, ils savent que les races existent, enfin je pense, ou il y en a encore. Comment expliquez-vous que les peuples acceptent? Écoutez, il y a d'une part l'espèce de rouleau compresseur, et puis il y a une peur
l'attente. Vous verrez quand il y a un attentat, quelqu'un qui n'est pas un Français, de façon évidente, visible, comme on dit, minorité visible, vous avez les gens qui hésitent à témoigner et qui disent « Je ne suis pas raciste, mais... Oh, mais je ne suis pas raciste ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai trouvé ça dans Anatole France. Il paraît qu'il l'aurait pris lui-même chez André Chénier. Anatole France, vous savez, qui était un homme de gauche, mais qui a parfaitement condamné la terreur. La terreur sous la Révolution française. Il avait écrit un petit ouvrage qui s'appelait « Les hôtels de la peur ». Eh bien, ce sont les hôtels de la peur. Toutes les institutions les institutions publiques qui sont toutes liées maintenant à cette nouvelle religion, n'est-ce pas, de l'ordre moral antidiscriminatoire, toutes ces institutions, les ministères, l'éducation nationale, le gouvernement, la justice, toutes ces institutions doivent être respectées parce qu'elles peuvent vous écraser. Donc vous leur élevez des autels. Vous leur élevez des autels comme si vous les reconnaissiez, comme si vous les adoriez, parce qu'ils vous font peur. Oui, il y a une peur qui règne chez le peuple. Mais oui, alors, Anatole France avait écrit en 1892 un petit livre qui va définir ça, les hôtels de la peur. Effectivement, à partir du moment où il y a une terreur, eh bien tout le monde affecte de révérer ce dont on a peur. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui. Ben, bien sûr. On révère ce qu'on a peur. Alors, vous affirmez que la communauté juive et sa large composante sioniste s'opposeront toujours à toute renaissance populiste qui les contesterait comme messie, c'est-à-dire contesterait leur hégémonie morale sur tout l'Occident. Alors, selon vous, quel est le degré du pouvoir acquis par la communauté juive sur l'Occident ? Alors, on pourrait se poser la question avec ceux qui ont financé Boas, mais je prendrai simplement l'actualité. Vous avez un État qui est l'État d'Israël, qui est fondé en permanence sur le nettoyage ethnique et sur la terreur, parce que c'est un régime terroriste. Quand vous tuez 15 personnes dans une rue avec une voiture piégée, on dit que c'est du terrorisme. Quand c'est une bombe d'avion, on dit que c'est pas du terrorisme. C'est la même chose. Or, personne ne dit rien. Personne n'ose rien dire. Voilà, c'est donc un pouvoir. Les Iraniens n'ont pas ce pouvoir. Les Émiratis n'ont pas ce pouvoir. Les Saoudiens n'ont pas ce pouvoir. Les Chinois n'ont pas ce pouvoir. Mais les Israéliens l'ont. D'ailleurs, à mon dernier procès, un avocat des parties civiles, Maître Bloch, a dit que c'était pas vrai, que par exemple qu'Israël ne bénéficiait d'aucune impunité puisque c'était l'État qui avait été le plus condamné par l'ONU. Et alors? Et alors? C'est ce que j'avais envie de dire. Mais et alors? Et après? Et alors? Condamné sans aucune contrainte. Écoutez, une chose, avant l'arrivée de Trump, on va voir ce qu'il en sera avec Trump et c'est mal parti. Avant l'arrivée de Trump, vous aviez le précédent président qui avait demandé au Premier ministre israélien Netanyahou d'arrêter ses bombardements sur Gaza. Il n'a pas arrêté les bombardements pour raser absolument tout le patrimoine immobilier habitable de Gaza. Or, le président américain n'a pas osé arrêter de livrer les bombes, parce que les bombes, elles viennent des États-Unis. Bien, ben voilà. Et on dit que les Iraniens ne doivent pas avoir la bombe, mais tout le monde sait comme un secret de Polichinelle que l'État d'Israël l'a. Et celui qui s'aventurerait à dire, eh bien écoutez, négocions l'abandon de la recherche de la bombe par les Iraniens contre l'abandon de la bombe par les Israéliens, eh bien je lui souhaite bien du plaisir, y compris devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vous déplorez dans votre livre « Les Français n'ont plus aucun sens de la liberté d'expression et sont indifférents aux lois liberticides pourvu qu'elles ne brident pas leurs idées à eux. » Oui. Donc, oui, je suppose que dans votre carrière, oui, alors oui, bien sûr. Alors, les gens sont frappés si on leur disait qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose. En général, les gens qui ont souvent rien à dire, du reste, croient que la liberté d'expression existe puisqu'on passe leur temps à le leur dire. Mais
la liberté d'expression existe à condition que vous soyez égalitariste. J'ai pas dit égalitaire comme sous la Révolution française, j'ai dit égalitariste comme dans le communisme. Hein? Personne ne doit être différent, on ne doit pas faire de discrimination. L'homme, comme on dit dans certains objets interchangeables du Code civil, l'homme est fongible. Hein, il est indifférent. Alors si vous êtes dans cette optique d'égalitarisme, oui, vous avez la liberté de vous exprimer. Sinon, vous n'avez pas la liberté de vous exprimer. Vous savez, Franz-Olivier Gisbert a écrit un livre très récemment dans lequel il pose la question la France est-elle un pays communiste? C'est pas mal, mais moi je vais plus loin. Avec l'égalitarisme actuel, nous arrivons à un système qui est le communisme. On ne s'en rend pas compte parce que ce communisme-là s'arrête au pied du perron de la bourse. C'est le communisme et la bourse. Voilà. Marx plus la bourse, voilà. Tout le monde est content. Il est évident que dans ce système-là, il n'y a pas de liberté d'expression, mis à part pour ceux qui n'ont rien à dire finalement. Tout à fait. La grosse lesbienne, c'est peut-être une injure, mais c'est une injure aggravée. Ah oui. Ben oui. Je permets de faire une incidente. Dans le code pénal, dans les lois pénales françaises, jusqu'à la loi Pleven, ou plus exactement jusqu'à la loi Lelouch, vous voyez, il y avait des cas d'aggravation, enfin ça joue avec la loi Pleven, mais pour des domaines de liberté d'expression, choses comme ça. Mais dans le code pénal en général, vous avez des infractions qui sont punies de certaines peines. Mais elles peuvent être punies plus fortement s'il y a un cas d'aggravation. Jusque dans les dernières décennies, enfin jusqu'à il y a 60 ans maintenant, les cas d'aggravation étaient uniquement objectifs. Par exemple, agresser quelqu'un, c'est puni d'une certaine façon, avec tant de blessures, etc. Mais l'agresser avec un couteau, avec arme, c'est plus grave. Mais c'était toujours des éléments objectifs. Une arme, violence en réunion, vous vous mettez à 4 sur un seul, c'est plus grave que seul contre une personne. Mais tout ça, c'était des cas d'aggravation objectifs. Maintenant, il y a des cas d'aggravation subjectifs, pécamineux, c'est-à-dire le mobile. C'est très simple, hein, vous avez une bagarre entre un blanc et un noir, a priori en France, le noir risque moins que le blanc, parce qu'on dira c'est le blanc qui est raciste. C'est aussi simple que ça. Mais or, c'est plus grave, puisque c'est un autre mobile et que c'est une aggravation subjective. C'est la logique infernale, en fait, de l'antiracisme. Complètement. Qui va toujours plus c'est religieux, c'est un fonctionnement, c'est un moralisme. Ça, les Américains savaient très bien faire et ils nous l'ont bien imposé. Enfin, ça a réussi. Ça, oui, ça, on le voit. Ça, c'est vrai que là, les juges n'arrêtent pas, en fait, c'est ça, de dire, mais en fait, vous pensez quoi derrière? Vous pensez quoi? Vous agissez pourquoi? Vous savez, c'est intéressant parce que lorsque j'ai moi-même été condamné pour délit d'opinion en 1996, lorsque j'étais avocat, c'est à l'origine de mes travaux, figurez-vous, parce que j'avais pas suffisamment fait attention vis-à-vis de mes clients, probablement auparavant. Et dans mon propre procès, à un moment donné, le président, qui était Madame Rakhmadou, me dit « Mais vous, qu'en pensez-vous » Et j'ai eu une lumière. Je me suis dit « Mais on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Mais c'est interne, c'est moi que j'en pense. » Et c'est à l'origine de mes travaux. Et qu'ai-je répondu à cet instant? J'ai répondu « Madame le Président », on disait à l'époque le Président. « Madame le Président, si je vous disais ce que j'en pense, votre tribunal serait obligé de m'infliger la peine maximum. » Ah oui. Oui, c'est vraiment des délits de pensée. Dernière question concernant l'avenir. Vous affirmez « Il n'y a plus guère d'espoir, tout en Europe étant en décadence à tout point de vue. Voyez par exemple la décomposition accélérée de notre langue. Néanmoins, ajoutez-vous, le combat a en soi ses vertus, et nous ne devons pas nous départir de notre attitude. » Alors,
Pouvez-vous expliquer ce point de vue finalement? Puisque vous avez l'air de dire il n'y a plus d'espoir, mais il faut toujours combattre. Ben, la seule chance de l'emporter, si elle est très ténue, c'est en faisant quelque chose. Et si petit à petit, enfin, il ne faut pas attendre trop, si nous arrivons à renverser quelque autel de la peur, alors la religion qui nous écrase s'affaiblira. Et là, il y aura peut-être une chance. Et là seulement, il y aura une chance. Et pour l'instant, nous sommes en révérence obligés devant les autels de la peur. Donc, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas qu'il y ait des têtes brûlées qui finalement aillent au-devant des tribunaux, se faire condamner pour donner un exemple? Je pense que les Russes ont donné, Solzhenitsyn a donné un exemple qui reste un phare, oui. Je pense d'ailleurs que Faurisson était un peu le Solzhenitsyn français, mais ici c'est un peu différent, on n'a pas osé le mettre en prison. Il avait une aura médiatique, y compris à l'ultra-gauche à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, il faut être dissident. Voilà, si c'est la question, oui. Il faut être dissident ouvertement. Oui. Et les gens qui disent oui, non, il faut être prudent, il faut attendre, il y a quand même des gens qui doivent être dissidents. On n'a pas le temps d'attendre. Regardez la vitesse avec laquelle les choses vont. Regardez la vitesse du grand remplacement. Il n'y a pas le temps d'attendre. Ah, très bien. Eh ben, donc c'est pour ça que vous avez donc écrit ce livre, ce dernier livre, donc que je recommande chaudement. Auriez-vous un dernier mot pour les spectateurs? Non, si ce n'est, je crois qu'il a été dit, hein, renverser les autels de la peur. Et quand vous n'êtes pas en mesure, eh bien soutenez nos dissidents. Voilà. Eh bien, parce que tout le monde ne peut pas être en première ligne, c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas le reproche à faire. Ça, je suis mais même clandestinement, même en catimini, soutenez les dissidents. Eh bien, merci beaucoup, maître, et donc je conseille à tous la lecture de votre dernier ouvrage.